c'est parti. Donc, bonjour à tous et à tous, et bonjour François. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir sur Stop Mensonge. Écoute, c'est un plaisir. On avait parlé pendant les différentes visios que tu avais assistées hebdomadaires qu'il fallait qu'on fasse un sujet, enfin des vidéos séparées pour pouvoir parler plus en détail de certains sujets. Et voilà, on fait la première vidéo dont le sujet est les dents dévitalisées. Donc, parle-nous des dents dévitalisées. Quelle est ton expérience par rapport à ça et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, je vais raconter un peu mon histoire dentaire parce que c'est un peu comme ça qu'on y arrive et ça permettra aussi aux gens de comprendre s'ils sont concernés. Quand j'étais gamin, donc j'ai eu beaucoup de caries. Alors, il y a un passé évidemment un peu génétique, morphologique, et ça arrive souvent. Il y a aussi des fois des gens qui sont plus sensibles parce qu'en fait, ils n'ont pas d'anticorps dans la salive. C'est-à-dire que les liquides de la bouche n'ont pas d'anticorps ou n'en ont peu, et n'étant donc pas sécrétaires de ces anticorps, eh bien, ils vont développer, quand ils sont enfants, une carie dès qu'ils mangent une sucrerie, alors que d'autres développeront peu de caries avec les mêmes sucreries. Voilà, donc j'étais un enfant très sensible à la carie. Tous les mercredis, entre 9 ans et 14 ans, j'étais chez le dentiste pour des séances de torture, faut appeler un chat, des séances de torture, et en plus j'avais une hypersensibilité à la douleur. Voilà. Et suite à ça, donc j'ai eu plein de dévitalisations dentaires, et j'ai réussi à conserver une santé correcte, mais vers l'âge de 32 ans, 31, 32 ans, ça a été, même un peu avant, 28, 29 ans, ça a été la catastrophe. Voilà, au niveau santé, avec beaucoup de fatigue physiologique suite à un chantier, parce que j'ai construit une maison. Et donc, je me suis aperçu que j'étais en très mauvaise santé à 28 ans, et puis j'ai perdu un frère d'un cancer, que moi j'avais 20 ans, il en avait 26. Et donc, comme on avait des symptômes communs, qui sont des symptômes, on va dire, de vieillissement prématuré ou d'altération de l'organisme, et ben je me suis interrogé si par hasard il n'y avait pas un lien entre la question dentaire, c'est-à-dire l'empreinte dentaire, c'est-à-dire quelles dents sont abîmées, vu qu'on avait à peu près la même. Voilà. En gros, lui, il avait à peu près la même physiologie que moi, mais il est mort. Et puis moi, j'avais la même empreinte dentaire, j'ai les mêmes petits problèmes de santé. Et suite à des traitements dentaires, donc d'éradication de ce qu'on appelle les foyers infectieux bucco-dentaires, dont, entre autres, font partie les dents dévitalisées, eh bien, j'ai récupéré tout un tas de petits symptômes ont disparu. J'ai récupéré ma santé, ma forme, mais à un niveau qui est à la limite de ne pas être croyable quand je vais décrire un peu les phénomènes. D'accord. Voilà, donc, il y a, selon toi, une directe corrélation entre les dents dévitalisées et la fatigue, l'état de santé général. Oui, tout à fait. Alors, la chose est qu'il y a des cas particuliers, il y a des gens qui sont un peu plus sensibles et qui, des fois, quand ils sont jeunes, justement, vont développer plus de caries que d'autres. Donc, quand ils auront plus de dévitalisation, ils auront plus de toxines fabriquées par les bactéries qui travaillent systématiquement dans les dents dévitalisées. Il faut savoir que le problème des dents dévitalisées, il date pas d'hier, il date depuis Weston Price, qui a eu un doute sur l'innocuité de la dévitalisation. Alors, Weston Price. Est-ce que c'est le fait d'avoir des plombages en amalgame qui génère un mauvais état de santé, ou c'est la dent elle-même dévitalisée, peu importe ce que tu mets Alors, voilà, c'est très différent de parler des amalgames en tant que, tu sais, métaux lourds qui vont se déverser dans l'organisme pendant surtout les 5 ou 10 premières années. Après, ils déversent très peu. Donc, des fois, c'est pas toujours pertinent de les enlever tardivement par rapport à la dose au moment de l'extraction. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais sur les dents dévitalisées, c'est le fait que quand tu enlèves le nerf à l'intérieur d'une racine, tu vois, la dent, elle a sa partie extérieure, puis elle a sa chambre pulpaire. Et en fait, quand tu enlèves le nerf, tu dois, on va dire, boucher avec un matériau. Tu dois faire ce qu'on appelle une obturation. Et cette obturation, déjà, dans cette zone-là, elle est reconnue par le Conseil de l'Ordre des dentistes comme insatisfaisante dans 78% des cas et résultant de 22 causes. Donc tu as entre autres comme cause principale la rétractation au séchage du matériau qui fait que quand le matériau d'obturation se rétracte, il laisse un espace. Cet espace, évidemment, ce sera l'autoroute à bactéries. Alors quand je dis l'autoroute à bactéries, les mesures qui ont été faites avec des radiomarqueurs, c'est que si on met on va dire une bactérie radiomarquée dans un sens, c'est-à-dire dans la dent, au bout de 12 heures, tu la trouves dans le sang. Et si tu la mets dans le sang, au bout de 4 heures, tu peux la retrouver dans la dent. Donc je parle bien d'autoroutes et de tunnels, si tu veux. Je parle, en fait, on est vampirisé par tout un tas de bactéries. Alors, ça, c'est connu au niveau colonique, mais c'est pas connu au niveau bucco-dentaire. Ouais, mais alors, quelle est la solution quand on enlève une dent tu rebouches pas? C'est quoi la solution?
Attends, d'abord, il faut bien décrire le problème, et là, je suis pas encore allé dans le détail. Ouais. Pour décrire et comprendre le problème, si tu veux, c'est que la médecine, elle a toujours enseigné qu'un organe mort doit être enlevé. Voilà. Et le problème, c'est que pour la dent, il y a une exception qui a été faite parce que en surface, quand tu regardes une dent, c'est 90% minéral, c'est de l'émail. Tu vois, et puis on a tous eu un piano à la maison avec de l'ivoire. Donc pour nous, tout ce qui est, tu vois, de l'émail, de l'ivoire, ça pourrit pas. Non, quand il y a 90% de minéral, ça pourrit pas. Mais l'intérieur dans la mâchoire, c'est 70% minéral seulement. Et tout ce qui part sur le côté, ce sont en fait des tubes qu'on appelle les tubulures de la dentine, tubulures dentinaires, et qui sont innervés avec des microfibres nerveuses qui évidemment n'ont pas la moindre gaine. Donc, le souci de la plupart des gens qui se sont posé la question de l'innocuité, c'est est-ce que par hasard, quand on met cette pâte, ça empêche la zone périphérique de pourrir? Est-ce qu'en gros, on n'a pas tous un bout de viande dans la mâchoire qu'on a une dent dévitalisée, qui est en train en fait de pourrir lentement, mais qui est simplement contenu dans sa vitesse et sa quantité de diffusion sa vitesse de putréfaction et sa quantité de toxines diffusées, qui est simplement contenue parce qu'elle est entourée d'os. Donc en gros, voilà, est-ce qu'on aurait le droit de te mettre une matière organique à 30%, c'est-à-dire en gros une matière organique, hein, voilà, et on te la mettrait dans l'os, on referme avec du cartilage et puis on te dirait c'est bon, vous pouvez garder ça. La médecine a fait une exception pour ça. Ouais. Et voilà, il y a eu un doute sur l'innocuité. Donc il y a un pourrissement lent à l'intérieur de la gencive, de l'os, de la mâchoire. Non, pas à l'intérieur de l'os, dans les racines. Dans les racines et donc en périphérie avec l'os. Puis ce que l'on observe effectivement et ce que la médecine veut bien reconnaître pour légitimer des extractions, c'est que si tu as un espace entre l'os et les racines, c'est la preuve d'un travail bactérien intense. Et le ligament qui a été bouffé, tu vois. Donc à ce moment-là, la médecine, elle accepte l'idée d'extraire. Mais moi, par exemple, il m'est arrivé de constater, je ne vais pas donner les circonstances bien sûr, mais que la médecine, sur une dizaine de dents dévitalisées, ne serait disposée à en enlever que 2. Parce que au niveau de la radio, il y en a que 2 où, en cas de descente, c'est le mot exact utilisé par le dentiste, hein, que je ne nommerai pas bien sûr, en cas de descente du Conseil de l'ordre, il peut justifier d'en avoir arraché 2 du point de vue de la radio, mais pas les 8 autres. Or, des fois, les autres, pour plein de raisons, c'est aussi nécessaire de les enlever aussi. Et ça, c'est le problème. Et la petite confrontation. Alors, il faut savoir, un petit détail, c'est que la médecine dentaire reconnaît la nécessité de l'extraction dans 2 cas. C'est si on a eu des problèmes cardiaques de type endocardite. Donc à ce moment-là, on sait que les bactéries, elles nichent dans le tartre et dans les dents dévitalisées. Donc pour les problèmes cardiaques, elle accepte l'idée. Et en cas de cancer avancé, maintenant, il y a plein de pays qui le pratiquent, notamment l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, dans certaines cliniques. Donc les gens qui sont au stade avancé d'un cancer, toutes les dents dévitalisées, au revoir, et on gratte et on nettoie l'os. Voilà. Mais ça, c'est pas encore systématisé, mais c'est largement accepté. Parce que moi, je suis là-dessus, sur ce sujet, je suis vraiment monsieur tout le monde, et je vais me poser les mêmes questions je vais te poser peut-être des questions qui vont paraître bêtes, quoi. Mais il faut bien comprendre, quoi. C'est que si tu enlèves totalement la dent, oui, tu dis il n'y a pas de problème. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que quand tu gardes une dent dévitalisée, tu as une nocivité qui commence à monter. Et cette nocivité, en général, elle va prendre, on va dire, 5, 10, 15, 20 ans en fonction de ton stress professionnel et des autres stress environnants. Mais moi, par exemple, dans mon cas, on va dire si j'ai eu mes caries à 9, 10 ans, 11 ans, mes dévitalisations à 13, 14, et que après je me suis crevé la paillasse et le ciboulot dans mes études, plus le corps sur un chantier de 2 ans où je me suis fait une grosse baraque avec l'huile de coude et sans levage et tout à la main, eh ben je veux dire j'ai accéléré le niveau de fatigue qui fait que la nocivité de cette toxémie qui est un petit peu asphyxiante au niveau cellulaire, après je vais expliquer, eh bien, au lieu de donner tout son côté pathogène en 30 ou 40 ou 50 ans, elle me l'a donné en 12 ans, moi. Tu vois. Mais quand tu enlèves la dent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand tu l'enlèves totalement, ça se rebouche et il n'y a plus de foyer d'infection, c'est ça? Alors, c'est là où justement le bas blesse, on va dire, c'est que déjà, quand on enlève une dent, ou qu'on enlève plusieurs dents à côté qui vont être à remplacer par des appareils de type dentier si on n'a pas les moyens de mettre des implants, par exemple. Après, si on veut parler des implants, on abordera le sujet. Et ben, on va dire que tu as des appareils un peu comme un dentier de vieillard.
Voilà. Donc déjà, c'est pas top pour le bisou conjugal. Ça, tu peux être sûr que madame, elle est moins inspirée. Ça, c'est un standard. Donc déjà, ça peut te mettre un divorce dans la figure. Donc voilà, si madame, elle te voit enlever un appareil ou un truc, ça peut être déjà gênant. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui, on va dire, leur santé, c'est pas le but de leur vie. Tu vois, même toi, bon, toi tu fumes, tu t'intéresses à ces sujets, mais tu fumes, donc tu vois, tu m'as dit, moi j'ai une vision un peu, je suis de passage, et puis voilà, bon, il y a plein de gens qui sont pour ne pas aller trop à l'encontre, mais en fait ils sont pas non plus des talibans de l'hygiénisme. Donc ce genre de pratique, c'est vrai que le Conseil de l'ordre, des dentistes et des médecins voudrait que ça reste réservé à des gens qui sont vraiment des gens très impliqués, pour que, au cas où, et ça arrive, il y ait des insatisfactions, par exemple dans les appareils, tu sais, l'appareil qui fait un peu mal, il faut retourner, le régler, des trucs comme ça. Ou bien, si jamais il y a, par exemple, ton symptôme, il disparaît, et après il fait le yo-yo, il remonte, mais il remonte seulement à moitié par rapport à avant. Puis après tu fais des traitements, il disparaît, et puis après il remonte un peu, et qu'il y a des effets de yo-yo et des soins complémentaires, moi j'en ai fait beaucoup, eh bien, tu sois pas insatisfait parce que tu as fait un choix. Tu as fait un choix qui est drastique, qui est très grave, tu vois, d'arracher des dents, et aussi qu'il y a des incidences psychologiques. Il y a des gens qui, à raison, évidemment, je pense, rattachent tout le côté dentaire au côté de tes racines. Puisque tu as des racines dentaires, on parle beaucoup de l'enracinement et du fait de se lier à ses ancêtres, à son passé. Or, il y a des gens qui estimeraient dans la dentisterie holistique que certaines dents sont reliées à des ancêtres ou à des notions ou à des archétypes, y compris aussi à des organes. Donc, il y aurait une liaison parfaitement nette entre dents, organes et donc vertèbres et émotions, puisque un organe est lié à une émotion et un organe y est situé à un certain niveau par rapport à la distribution des vertèbres. Donc forcément, s'il y a des liens réflexologiques où on peut voir des fois des traitements de douleur sur des vertèbres qui sont faits par simplement le nettoyage de ces foyers infectieux, généralement donc l'extraction, eh bien c'est qu'il y a un lien, voilà. Et donc moi dans mon enquête, qui était relativement limitée, on va dire, j'ai pu interroger peut-être autour de 80-85 personnes. Mais par contre dans des situations réelles, c'est-à-dire des fois dans un cabinet, après les soins, avant, 3 mois après, 6 mois après, 2 ans après, et des fois même avec un laps de temps de 5 à 8 ans par rapport à des soins qui a été faits 3 ans avant. Donc j'ai pu avoir un planel et un recul qui permet de dire que mon appréciation est une appréciation qui statistiquement est plus pertinente que celle des experts des tribunaux. Pour savoir un petit peu ce qui se fait des fois dans les expertises des tribunaux, c'est simplement des gens qui passent 2 coups de téléphone de 5 minutes, et qui le reconnaissent d'ailleurs, et simplement ils téléphonent à des gens qui sont jugés partis, c'est-à-dire qu'ils sont recteurs d'académie et qui ne peuvent pas s'exprimer librement et qui le reconnaissent volontiers, puisque des fois on a enregistré des messages où ils disent clairement, notamment le recteur, l'ancien directeur de l'académie de la faculté dentaire de Nice, qui disait à mon ancien dentiste: vous comprenez que de par ma position, je ne peux pas ni participer à vos colloques que vous voulez organiser, ni m'exprimer sur ce sujet. Ça veut dire, en gros, les dentistes, ils pratiquent un art avec les bons côtés et des côtés qui sont momentanément bons, puisqu'ils t'enlèvent la douleur, tu vois, ils te dévitalisent, donc t'as plus mal. Mais à terme, pathogènes. Mais dans l'état actuel de la science dentaire, ils ont choisi que tu gardes une bonne occlusion. Donc tu gardes les dents face à face et des dents qui permettent de bien fermer la mâchoire, plutôt qu'une hygiène bactériologique. Ils ont fait ce choix. Moi et beaucoup d'autres dentistes, nous prétendons... Et ils sont tous au courant. Voilà, alors ils sont tous au courant, et simplement des fois ils font tout un flanc quand il y a quelqu'un avec une mauvaise occlusion, en lui refaisant soit tu vois des dents en céramique ou des dents en implant ou des appareils. Enfin, en général l'appareil il résout rien. Mais en bref, en améliorant l'occlusion, la personne va avoir une vertèbre qui va le moins lui faire mal, donc il va dire: ah, j'ai plus ma migraine, donc je dors mieux, donc ça m'a ressuscité. Voilà, en gros l'occlusion serait plus importante. Concrètement, dans ton cas, quand tu as fait enlever tes dents dévitalisées. Parfaitement. Ouais. Quand tu les as fait enlever, qu'est-ce que tu as ressenti et en combien de temps as-tu des choses absolument stupéfiantes. Déjà, il faut savoir que je suis un cas particulier parce que j'ai eu, en fait, à un moment, je crois que c'était Noël 2003 ou 2004. Je regarde. J'ai voulu faire des petits exercices pour fortifier mon parodonte par concentration, fortifier mon système osseux. Je sentais qu'il y avait un problème. Et en fait, ces exercices que j'ai fait simplement 3 ou 4 soirs d'affilée, pendant 2 heures, m'ont déclenché des douleurs sous toutes les dents dévitalisées, ce qui est impossible puisque ça n'est pas innervé. Bah oui. Donc je suis allé voir un dentiste
qui était spécialiste justement de la question de la nocivité des dents dévitalisées, le docteur Bruno Darmon, qui a été évidemment radié depuis par le Conseil de l'Ordre. Et je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai mal sous tous les dents dévitalisées, mais bon, j'ai arrêté mes exercices, ça va mieux, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et alors, on a commencé par des traitements de dents de sagesse. Alors, il m'a arraché des dents de sagesse qui n'avaient pas de place pour véritablement sortir. Donc, quand il m'a arraché ces dents de sagesse, je n'ai rien ressenti de particulier, tu vois. Après, on a fait de façon latérale pour des raisons aussi d'économie d'anesthésie, c'est-à-dire pour pas en mettre trop. S'il y avait 3 dents d'un côté, on a fait 3 dents d'un côté en bas, tu vois, d'affilée. Donc on a fait par exemple côté droit. Je sais plus si on avait commencé à droite ou à gauche, mais bon, on va dire côté droit. Et je me suis retrouvé dans la rue à marcher avec un bras qui montait plus haut que l'autre. Et mes douleurs de dos, parce que j'avais plein de symptômes, dont des douleurs de dos, des hémorroïdes, des problèmes gastriques, des reflus gastro-œsophagiens avec de l'acide qui me brûlait la gorge. C'est-à-dire carrément, j'étais brûlé à l'acide, si tu veux. J'avais aussi malheureusement bon, il faut en parler, c'est désagréable, mais des flatulences tellement chaudes que ça me brûlait l'anus et que j'en avais mal de douleurs de la température. Donc je te raconte même pas les odeurs. Tu vois? Bon. Et bref, les soins ont commencé et en fait, j'avais plusieurs douleurs de dos, à plusieurs endroits, et je me retrouve à marcher dans la rue avec un bras qui monte plus haut que l'autre. Et ma douleur qui augmente. Donc je retourne voir le dentiste, parce qu'après on avait pris rendez-vous pour faire l'autre côté, je lui dis, mais attention, ce que vous avez fait, finalement, ça m'a augmenté la douleur. Il dit, non, tu vas voir, parce que toutes tes caries, toutes tes dents abîmées sont symétriques. Effectivement, j'ai toujours eu mes caries parfaitement équilibré, parfaitement symétrique, peut-être un signe d'équilibre, mais d'équilibre dans le moins, on va dire, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, récemment, pour la petite anecdote, il m'est arrivé d'avoir encore une petite reprise de carie sous un composite ou des petites choses comme ça, tu vois, médiocres, mais quand le dentiste me traite à gauche, je lui dis, il me dit au revoir, je lui dis non, pas au revoir. Allez voir le symétrique à droite. Il me dit, mais j'ai rien vu, j'ai déjà regardé tout à l'heure. Je dis, non, vous avez mal regardé. Il plante, avec un truc super fin, il trouve, et il avance, je lui dis, après il me dit, monsieur, rien, ça je vous l'ai fait sans essayer. Et après, ça avance encore un peu. Et en fait, il arrive des fois à me trouver des petites caries qui, comme un cheveu, vont en ligne droite, ne font pas des cavités. Mais c'est des caries enfoirées, tu vois, c'est la bactérie Streptococcus fecalis qui va en ligne droite, en cheveux jusqu'au nerf. Bon, bref. Donc, j'ai fait après les soins en symétrique, et là, la douleur qui avait augmenté au premier soin est totalement disparue sur la zone. Donc, fort et encouragé par ces résultats, j'ai fini par faire aussi, donc j'ai fait le bas, j'ai fait le haut, et il me restait 4 dents de devant. Donc on va dire que sur 12 dents dévitalisées à l'époque, j'ai fait 8 dents sur 12, ce qui veut dire, on va dire, 66% du travail. Et bon, sur les points de douleur, ça allait mieux, mais au niveau gastrique, état général, mon corps n'était pas passé d'une Dedoche à une BM. Voilà, pour faire simple. D'accord. Et il me dit, quand tu fais 70% d'un travail, tu n'as pas forcément 70% du résultat. On pourrait considérer ça un peu comme si dans Paris, tu enlèves 6 terroristes, mais il en reste un. Le commerce, si tu veux, il marche pas à 70% s'il en reste un. Il faut qu'il y en ait 0 à un moment donné, tu vois. Donc c'est pareil au niveau des échanges. Après, je parlerai un peu de la nocivité des toxines elles-mêmes. Et donc, j'ai fait les 4 dernières qui sont les 4 hautes, là, les 4 incisives du haut. Donc ça m'embêtait aussi parce que je venais de les refaire en normal. C'est-à-dire avec, tu sais, reprise d'obturation canalaire par le professeur de la faculté de Nice, qui est le docteur Baudouin. Et donc là, c'était fait par le pro de la fac. Il m'avait fait les radios. Ouais, il y en a certaines qui sont pas belles, des obturations. Je vais te les refaire et je te remets des céramiques. 28 000 francs à l'époque pour le travail. Et donc mettre 3 ou 4 ans après ça à la poubelle, tu sais, arracher pour 10 000 euros de matériel et foutre tout ça à la poubelle, ça fait quand même, tu réfléchis quand même. Voilà. Donc là, 28 000 francs. Hop, allez, on prend la décision. C'est bon, c'est parti, on y va. Clic, 2 anesthésies. On arrache tout. Et là, il s'est passé des choses tellement hallucinantes que je demande évidemment aux spectateurs d'avoir la gentillesse à la fois de croire le témoignage parce que j'ai rien à gagner à faire des choses comme ça ou à inciter à ce genre de choses et à comprendre. Donc, le lendemain de ces soins, pour parler crûment puisqu'on est sur des sujets de santé quand même, aux toilettes, j'avais un volume hémorroïdaire important et ce volume a explosé. Donc c'était de l'ordre, on va dire, d'une petite tomate cerise ou un peu plus gros, qu'on va dire 2-3 petites tomates cerises petites, voilà, un volume hémorroïdaire. Il a totalement explosé, j'ai cru que j'avais une fistule anale. Alors je me suis dit, est-ce que j'appelle les pompiers? Puis finalement le volume s'est résorbé, voilà, mais beaucoup de sang, ça a explosé d'un seul coup. Les problèmes gastriques, j'avais l'impression que quand je mangeais, il y avait quelqu'un, c'est comme quand on garde les oies qui te fait descendre ça avec un coup de balai. C'est-à-dire il y avait une aspiration intestinale. Et je précise qu'à l'époque, pour 1m82, je faisais seulement 62 kilos. Donc j'avais un IMC, un indice de masse corporelle, dangereux puisque j'étais en dessous des 19. Voilà.
6 mois après, même pas 4 mois après les traitements dentaires, j'ai retrouvé un indice de masse corporelle parfait, c'est-à-dire le 22,5. Voilà. Le théorique, hein, celui qui est en bas de la courbe de risque, on va dire. Et en termes aussi de symptômes, j'ai eu un truc incroyable, c'est que ma colonne vertébrale, tu sais, des fois quand tu as mal au dos, tu fais de la pioche, de la brouette, tu te suspends. Comme ça, tu t'étires un peu, tu vois, tu suspends une porte, tu te mets un truc. Et moi, je faisais ça sans arrêt parce que j'avais mal au dos. Je me levais la nuit pour faire de la gym. Je me levais la nuit, je remue dans le lit. Donc imagine au niveau conjugal, c'est pas pratique. Hein. Tu vois, c'est dérangeant, c'est. Et puis l'autre, il comprend pas parce qu'il a pas mal au dos. Donc, enfin, elle. J'ai pas encore passé le cap. Peut-être ça viendra jamais, on verra. Voilà, donc j'avais vraiment mal au dos. Et là, tout d'un coup, j'ai eu des douleurs assez fortes, intermittentes quand même, mais assez fortes de dos, mais qui étaient à l'étirement. C'est-à-dire, j'avais l'impression que quelqu'un me tirait par la tête et m'étirait le dos, comme si on me tirait pour grandir, tu vois. Et je comprenais pas. Ça a duré 3 semaines de douleurs de dos. Et en même temps, quand je marchais, j'avais des bruits qui étaient aussi forts que des claquements comme ça. Donc imagine, tu marches et tu as des bruits. Voilà. Et avec les coudes. Hein. Mais là, je comprends pas. C'est que Alors, je vais expliquer. Tous les symptômes que tu décris, c'est arrivé après l'extraction des... Oui, mais pendant 3 semaines. Et après, tout a disparu. Alors, je t'explique. Il semblerait que 35% des Français ont la maladie qu'on appelle la maladie de Paget, qui se caractérise par des dépôts de minéraux périarticulaires, c'est autour des articulations. Et moi, j'avais ça notamment, par exemple, sur le coude, si tu veux, je pouvais pas, tu vas me dire, c'est pas grave, mais si, quand même, je pouvais pas ouvrir mon coude à 180 degrés. Là, maintenant, je peux, tu vois. Mais avant, j'étais comme ça. Il me manquait 10 degrés, on va dire. Tu vois, 10 degrés. Eh bien, suite aux ces 3 semaines de craquements osseux au niveau des coudes, des épaules, des genoux, de partout, eh bien, j'ai récupéré au niveau osseux cette amplitude, mais aussi mes douleurs de dos sont parties. Et aussi un truc qui est absolument flagrant, c'est avant les poumons pleins. Bon, je faisais 62 kilos. Les poumons pleins en piscine, je coulais à pic. Maintenant, et 4 mois après, les poumons vides, je flottais. Donc, si tu veux, il y avait un transfert de la masse osseuse externe de dépôt qui s'est éliminé dans le flux sanguin et qui a fait des craquements et des petits bruits, des trucs comme ça, tu vois, mais des bruits quand même forts. Et une fois que ce dépôt est parti, eh bien, le rapport à la masse osseuse n'était pas le même, d'où le fait que je flottais. Avant, j'avais trop d'os ou de minéraux, mais qui n'étaient pas aux bons endroits, qui étaient en floculation, du tartre, on va dire. Et il y a des gens qui font du tartre dans le cœur, par défaut de mouvement souvent, mais aussi avec les os trop chargés en calcaire, en minéraux. Et puis il y en a qui le font au niveau capillaire, donc tu sais, dans les petits vaisseaux que tu as partout. Et donc après, le cœur il fatigue évidemment, puisque le capillaire il obstrue le flux sanguin. Et alors que le flux sanguin il est principalement capillaire, faut le savoir. Il est moteur, c'est-à-dire le mouvement, il est capillaire. Et le cœur ne propulse que 35% du flux sanguin. Donc il faut savoir que si jamais tes capillaires sont encrassés, eh bien en fait ton cœur il se fatigue. Et donc tu as du vieillissement et du encrassement. Donc après ces 3 semaines, et là t'avais plus aucune dent dévitalisée. Alors voilà, après 3 semaines, j'avais plus une dent dévitalisée, j'en avais encore une nécrosée, une en nécrose partielle. Voilà. Et donc simplement pour dire, il y a certains symptômes comme les douleurs de dos instantanées ou des douleurs, j'avais aussi une douleur à la jambe qui est partie instantanément. Donc là j'ai dit merci. Alors en plus c'était flagrant parce que en bas à droite, la douleur de la jambe droite. Donc la jambe c'est en bas et à droite. Donc là il m'a fait anesthésie et extraction. La douleur est partie tout de suite. Alors il faut savoir aussi que sur ces phénomènes un peu réflexes, il y a ce qu'on appelle la neuralthérapie, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont essayé d'enlever le problème sans traiter la cause. C'est-à-dire juste ils t'injectent de l'anesthésiant et en général ils vont mettre un vasoconstricteur dans cet anesthésiant, donc de la noradrénaline. Et le but c'est que dans les liaisons éventuelles réflexes qu'on suppose avec tes problèmes, tes symptômes, tes douleurs, eh bien ça disparaisse. Et donc les dentistes savent, quand ils pratiquent ça dans la dentisterie holistique, que seulement l'anesthésie momentanément te désactive le phénomène par exemple de douleur. Alors moi j'avais un truc très simple, je m'étais brûlé une gaine de myéline et ça me faisait mal sur toute la jambe à droite. Donc ça, c'est une gaine de myéline, ça s'était réparé, mais la douleur depuis 6 ans à peu près elle courait. Donc, elle pouvait pas disparaître comme ça. Et la preuve, je pouvais pas rester assis ne serait-ce qu'une demi-heure. T'imagines pour un pianiste ne pas rester assis une demi-heure? Un musicien d'orchestre qui doit rester assis, tu vois, c'est vachement gênant. Parce que professionnellement, moi, je suis tout le temps assis 10 heures par jour. Donc, il fallait absolument que je trouve une solution par rapport à ça. Et même mes repas, je les prenais debout à l'époque. Donc, sinon, ça va changer la vie, quoi. Et qu'est-ce que une fois que t'as tes dents dévitalisées qui sont enlevées,
est-ce que tu peux, parce que c'est embêtant, est-ce que tu peux les remplacer par des implants, ou est-ce que c'est... Alors, il y a là-dessus, là-dessus, il y a plusieurs théories. Il y a des gens qui, si tu veux, pour ne pas accuser la dentisterie de l'ancienne école d'être, on va dire, pathogène dans son fonctionnement, ça rend quand même aussi d'excellents services, évidemment. Tu vois, faut pas non plus trop les critiquer, mais ils ont un des systèmes, une de leurs techniques qui est quand même dangereuse, à terme, et peut-être source de cancer. Bon, donc il y en a beaucoup qui se sont mis à l'implantologie. Voilà, c'est-à-dire en gros, ils ont considéré qu'ils ne feront pas de dévitalisation et ils vont faire que de l'implantologie. Et donc la plupart du temps, ils vont inciter. Mais tu peux pas forcer les gens non plus. Et donc c'est là aussi où il faut être dans le respect de la liberté, c'est que le type qui a pas d'argent ou qui a pas envie de mettre son argent sur des implants ou sur des céramiques, et ben juste quand il a mal à dents et que c'est allé jusqu'à la chambre pulpaire, la carie, le mec il enlève, il la dévitalise. Et il bourre avec de la résine, il te fait un petit coffrage à 2 balles, et le coffrage, tous les 4 ou 5 ans, il faut le remplacer parce qu'il sera tombé, mais la résine, elle vaut rien, et puis voilà. Et ce que j'avais, c'était moche, hein, on les voyait, tu vois, j'avais des trucs super moches. Donc moi, ce que j'ai fait, après, je suis passé au dentier, le bon dentier de vieux, mais mon corps est passé d'un état, on va dire, très très fatigué, très usé, à quelque chose qui, maintenant, fonctionne parfaitement. Et que j'ignorais que ça existait, en fait. Tu vois, j'ai une meilleure santé à 41 ans que quand j'avais 10 ans. C'est ça qui me fait mal au cœur. J'ai passé ma jeunesse dans un enfer de santé, quoi. J'ignorais. Mais d'un point de vue santé, si tu mets des implants, ça crée pas de problème. Alors, il y a des gens qui considèrent que le métal c'est pas top et que si on peut mettre des vis en zirconium, donc qui est une sorte de céramique super dure, hein, du zircon ou zirconium, eh ben c'est mieux de ne pas être sur un véritable métal, parce que la plupart en général c'est des vis en titane. C'est des vis en titane, ouais. Voilà, il y en a qui considèrent. Alors, il y a plusieurs problèmes au métallisme bucco-dentaire. C'est le métallisme direct en contact avec la salive, puisqu'il peut y avoir des effets de flux électrique, tu vois. Et puis aussi le métallisme radio. C'est-à-dire que là, en ce moment, par exemple, mon appareil il a souvent cassé parce qu'il a un faux palais intégral. Donc moi, j'ai des dents là-haut qui sont artificielles en plastique et j'ai un faux palais. Et ce faux palais, il a cassé, même s'il est en résine, il a cassé tellement de fois que dernière fois, on en a eu marre avec le prothésiste et on a mis une grille de métal. Donc j'ai quand même une grille de métal dans la bouche. Et au niveau des ondes radio, c'est peut-être pas top. C'est pas top. Mais ceci dit, oui, mais on s'en fout parce que la différence par rapport à la toxicité des toxines des dents dévitalisées produites par les bactéries dans les dents dévitalisées, ça n'a rien à voir. Alors c'est là où il faut quand même repréciser quel est le niveau de toxicité. Les bactéries, en fait, c'est pas les bactéries le danger, c'est les déchets produits par les bactéries. Les bactéries, elles font leur boulot, elles font probablement, et ça on le verra avec l'histoire du système Kesh, elles vont dire, il y a des phénomènes de négantropie, donc de construction du vivant et d'entretien du vivant avec des vortex en général qui sont horaires, dans le sens horaire en avançant, d'accord. Et il y a des fois des bactéries dans la nature qui sont là pour digérer les cadavres. Et donc ces bactéries vont créer une sorte de trou noir ou vont fonctionner à l'envers. C'est-à-dire qu'elles vont faire probablement au niveau énergétique des vortex dans le sens anti-horaire. Et elles vont s'opposer au mécanisme d'assemblage et d'association puisqu'elles sont là pour désassembler et défaire des liaisons à la fois moléculaires, tu vois, macromoléculaires et moléculaires. Et donc, elles produisent des déchets, parce qu'elles font du boulot, donc elles font caca, tu vois. Et ces déchets s'appellent quand même, de leur joli nom, putrine et cadavérine. Et ce qu'on s'est aperçu, qu'on a voulu voir en toxicologie, discipline d'ailleurs qui a été éradiquée en France volontairement, évidemment, quand on a voulu voir la nocivité de cette chose-là, et donc il y a un spécialiste qui s'appelle Boyd Halley, qui a parlé beaucoup de ça et qui a fait des travaux là-dessus, mais il n'y a pas que lui, il y en a plein qui ont testé, eh bien c'est que si on veut estimer la nocivité des toxines produites, déjà on va tuer toutes les bactéries pour être sûr qu'il n'y aura plus rien de vivant. Tu vois, donc on passe une dent ou une racine de dent à température, au four, à 300 degrés. Et puis on va même les mettre à 50 bars de pression. Comme ça on est sûr qu'il n'y a plus rien de vivant, tu vois. Et quand on aura fait ça, on va prendre 1 gramme de ce produit résiduel, on va le diluer dans 1 litre d'eau. Et on va refaire une dilution à 1 gramme pour 1 litre, une deuxième fois. Alors je sais plus que s'il fait dans 100, je crois qu'il fait dans 100 millilitres 3 fois. Bon, c'est pareil en gros que faire 2 fois dans la litre. Voilà. Et après, il te reprend 1 cm3 de la solution super diluée avec la poudre de bactéries à la mormone là, et il injecte ça à des lapins. Les lapins, ils crèvent en 15 jours. Donc c'est pour donner le niveau de nocivité, même dilué par un facteur 1 million. Tu vois, tu injectes 3 millilitres au lapin, il meurt.
en 15 jours. Donc, nous, on n'est pas les lapins. Nous, on tient le coup. Mais on tient le coup. On n'est pas rayonnant de santé. Donc, cette technique, elle est quand même problématique. Alors, avant aussi de dire du mal de la dévitalisation dentaire, qui est une solution momentanée, on va dire un cotère sur jambe de bois, il faut quand même rappeler aussi le problème numéro 1, c'est le sucre. Et j'invite évidemment les auditeurs à se procurer le livre qui s'appelle Le mal du sucre de Daniel Starenkinge. Vous le trouvez sur Internet ou sur Amazon, je pense, peut-être en occasion s'il est plus réédité. Alors, il y a deux choses qui sont majeures pour la compréhension à la fois de la santé et des implications sociétales. C'est le sucre blanc fait 60 fois plus de caries que le sucre complet qu'on trouve dans le miel, le sirop d'érable, ou le sucre complet qui est totalement marron, pas le sucre brun, vraiment le sucre complet d'appellation complet, voire même des fois intégral. Donc, par la présence de minéraux, il y a des effets antibactériens, et on connaît bien les effets évidemment antibactériens, cuivre, or, argent, zinc, et choses comme ça. Il y a un autre élément aussi, c'est qu'en fait, ça ce sont les travaux en fait d'un pédiatre suisse qui était à La Chaux-de-Fonds en Suisse, et il s'appelle, par le plus grand des hasards qui n'existe pas bien sûr, le docteur Béguin, parce qu'en France t'as le sucre Béguin, c'est Béguin-Seille. Et en fait, il s'appelait le docteur Béguin, et lui pendant la guerre 40, il avait des gamins à son cabinet, et puis tout d'un coup, ils avaient plus de caries. Alors, il comprenait pas. Tu vois, il est au chômage, le pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, tu sais, quand un mec peut plus exercer son métier, il exerce le métier d'essayer de comprendre pourquoi il peut plus exercer son métier. C'est bien, hein, nos politiciens devraient faire pareil. Ils devraient aller dans des pays où il n'y a pas besoin d'eux pour comprendre comment on fait pour se passer d'eux. Parce que nous, on va finir par faire le ménage de cette façon-là, tant que possible. Et bref, il a compris que ces gens-là, en fait, ils n'avaient plus accès au sucre blanc et au pain blanc. Mais ils avaient le pain bis et ils avaient d'autres types de sucreries, mais qui étaient éventuellement des sucres complets. Donc, il s'est dit, je vais essayer de me procurer ces fameux sucres qu'on trouve en Inde, le rapadura, les trucs comme ça, tu vois, ou qu'on trouve je sais plus, au Brésil ou au Paraguay, tu vois, le sucre du Paraguay. Il a réussi à se procurer ces sucres. Et après, il a fait des expériences pendant 2 ans. Il a suivi, je sais plus combien, quelque chose comme 5000 ou 6000 enfants, et il a établi qu'en gros, le taux de carie des enfants qui consomment toujours du sucre blanc quand ils prennent des sucreries est à peu près 60 fois supérieur à celui des enfants qui consomment tout le temps, quand ils consomment des sucreries, du sucre complet. Alors le taux exact, c'était 20% contre 0,3. Donc 20% de dents carriées chez ceux qui consommaient du sucre blanc et du pain blanc tout le temps, et ceux qui étaient tout le temps au sucre complet, on était à 0,3%. Et après, il a fait aussi la comparaison sur la prophylaxie et sur le fluor. Et il voyait que le fluor divisait momentanément, rappelons-le, les caries par 2. Donc le fluor, c'est pas mal pour l'adolescence. Mais comme on sait que ça rend un petit peu zinzin et que c'est même interdit maintenant dans certains pays, à cause du fait que ça rend débile, ou quoi que c'est favorisé dans d'autres, on va dire, ça dépend des pays, évidemment, il vaut mieux adopter la solution qui fait 60 fois moins de caries que la solution qui fait 2 fois moins de caries pendant les 12 années suivantes, tu vois. Parce qu'après, le fluor, si tu veux, il rend les dents plus fragiles au choc thermique. Et les chocs thermiques, à terme, font qu'il y a quand même des fissures, des infiltrations dans les mailles. Et à terme, avec les attaques acides, des sodas, des trucs comme ça, finalement, ça finit par faire des caries avant 40 ans. Donc, en gros, le bénéfice qu'on gagne avant, des fois, il est un petit peu rattrapé avec la notion du fluor. Aussi, pour parler aussi d'un élément fondamental qui est dans mon petit fascicule, donc les dents dévitalisées aux éditions ABE, que l'on peut trouver sur mon site meilleursanté.fr. Il y a un élément qu'il faut comprendre dans la dent. Tout est liquide et tout est plasma, justement, comme le dit Kesh. Et donc, ça veut dire que la dent, si tu veux, elle va capter les choses par en dessous. Donc, les racines, qu'il y en ait une ou deux, vont capter du flux sanguin. Et il y a des liquides qui vont se transformer. Et en fait, par les tubulures dentinaires, il y a des liquides qui sortent en permanence. C'est une fontaine, en fait. Si tu veux, la dent, c'est une fontaine. Elle capte des choses en dessous. Ça ressemble à un tor, quoi. Voilà, c'est un tor. Et elle envoie du liquide qu'on appelle le flux dentinaire. Et si ce liquide il fait que sortir, tu comprends que, notamment au niveau des racines, il n'y a jamais aucune bactérie qui peut rentrer quand il lutte contre la cascade. C'est comme le saumon qui essaie de remonter la cascade, il n'y arrive pas, tu vois. Alors que si jamais tu commences à mettre du glucose, tu sais, dès que tu achètes une pâtisserie en grande surface, tu vas marquer glucose à fond. Tu mets du glucose avec un support directement dans l'estomac, comme ça, sans trop le malaxer à la salive, direct. En quelques 20 ou 30 secondes, tu as une inversion du sens du flux dentinaire. C'est hallucinant. Tu inverses le sens de ton tor. Et donc, il y a des bactéries qui peuvent venir, tu vois. Bon, après, la compréhension du phénomène bactérien est un peu plus large aussi parce que le docteur Montin, alors quand j'ai fait aussi cette enquête, j'ai appelé pas mal de dentistes qui travaillent dans le domaine et qui avaient tous
pour des raisons aussi, on peut pas s'occuper de tout, des expériences assez partielles où des fois je me suis très vite aperçu de leurs limites. Je pourrais les citer, mais c'est pas une critique négative. C'est qu'ils ont fait leur truc, ils ont fait leurs bouquins. Montin, il a fait des bouquins sur les groupes sanguins, sur différents trucs. Lui, il est médecin en plus, docteur Montin. Gauthier, il a fait les Dents-Lumière. Il s'est intéressé à des aspects un peu plus psychologiques, généalogie, tu sais, les archétypes, les liaisons mentales entre les dents et les racines. Pareil pour Estelle, je sais plus comment. Bon, bref, il y a une dentiste qui s'intéresse beaucoup à l'énergétique et qui a récemment un petit peu publié là-dessus aussi. Bref, attends, j'étais parti sur le côté très sectorialisé. En fait, ils n'ont pas une vue d'ensemble la plupart des dentistes. Ils se spécialisent dans un domaine. Voilà, ils se spécialisent et puis après, si tu veux, ils peuvent te dire, et je l'ai entendu. Moi, j'ai essayé sur 2 patients, ça a rien donné, j'ai laissé tomber. Alors, il faut savoir, voilà, du Dixit, docteur Montin. Voilà. Et docteur Gauthier, pareil. Bon, alors c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais dans leur domaine, tu vois. Montin, il s'est battu sur la question du mercure, les amalgames. Donc c'est pour ça qu'il s'est réfugié en Belgique aussi. Et il a été radié, bien sûr, comme il se doit, par le Conseil de l'ordre. Alors c'est marrant parce que Montin, c'est quand même un type qui est médecin plus dentiste. Donc c'est quand même l'élite, on va dire, tu vois. Il est radié. Et Darmon, mon dentiste, il était major de promo devant plusieurs milliers d'étudiants, tu vois, en première année. Donc, il aurait pu choisir de faire autre chose, un truc plus rentable, mais il a voulu être tranquille et pas faire généraliste, faire juste les dents. Parce qu'en fait, il espérait, tu sais, c'est un peu la mentalité des médecins, il espérait échapper au fait de gérer tout le problème du patient en faisant juste de la dent. Et en fait, une fois qu'il est rentré là, il a eu le compteur, il s'est aperçu qu'en fait, gérer les dents, non seulement c'était aussi gérer un patient de façon holistique, mais en plus, tu pouvais traiter beaucoup de choses en enlevant les problématiques dentaires. Alors qu'elles soient dues à une carie non soignée, c'est une infection normale, on va dire, ou que ce soit dû au travail des dentistes qui était, on va dire, partiel au préalable. Et donc, il a souvent fait de la reprise de clients qui avaient des problèmes. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ont des dents dévitalisées actuellement, c'est quoi le conseil? Faites-les enlever. Alors, c'est là le drame. Moi, on va dire, je vais être sérieux là. J'en ai plus que 2. Des conseils. Soit vous les gardez et vous pleurez sur votre mauvaise santé, en sachant pas quelle est la part liée aux dents dévitalisées, ou soit vous entrez dans une politique, pas que dentaire, mais globale, mais en commençant par les dents. Je m'explique. J'ai mangé bio à l'âge de 20 ans. J'ai mangé végétarien à l'âge de 24 ans. Ça m'a servi à rien au niveau de la santé. Tant qu'il y a des toxines bucco-dentaires qui sont produites, ça ne sert pratiquement à rien ou à pas grand-chose de faire ça. C'est-à-dire que le potentiel même financier que vous investissez dans du bio, même si je suis pour à 100% bien sûr, ça ne marche pas ou très peu. Et je le dis même en ayant le regret. J'aimerais bien le cacher d'ailleurs. Je préférais le cacher en disant commencez à manger bio, passez-vous du nucléaire, faites du cash, faites des choses. Et après on verra, peut-être on fera les dents dévitalisées. Mais en fait l'ordre déficience sur le corps, c'est pas du tout ça. C'est les dents d'abord. Voilà. Par rapport à cette toxémie. Alors, je vais simplifier aussi l'explication. Avant de donner un conseil, il faut quand même expliquer pourquoi. Donc, moi, je conseille d'extraire toutes les dents dévitalisées de façon systématique. Mais, certains dentistes diront, c'est excessif puisqu'au radio, il n'y a pas toujours des signes d'infection pour toutes. Alors, je citerai un exemple après sur une dent que mon dentiste, pourtant radié, a refusé de m'extraire et que j'ai dû finalement quand même faire extraire. Je donnerai un petit peu le truc. D'abord, je vais reparler de la cellule. Une cellule, il y a un noyau et un espace qui l'entoure, qu'on appelle le cytoplasme. Et en fait, autant il y a des différences électriques entre le milieu intercytoplasmique et le milieu extracellulaire, donc ils sont de l'ordre de 100 millivolts, autant cet espace, il est dû aussi au fait qu'il y a une distance entre la membrane et le noyau. Donc, en gros, si jamais le noyau grossissait, parce que impossibilité de sortir les déchets, donc on les stocke dans le noyau, eh bien, il y aurait un rétrécissement de l'espace. Donc, comme dans tout phénomène de condensateur, évidemment, il n'y a pas de possibilité d'avoir de la charge si les 2 plaques se rapprochent. Il y a des étincelles. Évidemment, ça courgute. Donc, il faut un espace déterminé. Et il faut savoir qu'il y a plein de gens, même maigres, comme moi à l'époque, qui ont des cellules obèses. C'est-à-dire des cellules qui, en fait, le noyau a grossi, a stocké plein de déchets, et les 100 millivolts de potence de différence de potentiel extérieur et l'intérieur, ils sont plus présents. Attends, il y a un hélicoptère qui passe juste au-dessus. Quatre hélicoptères de l'armée. En formation, basse altitude. Bon, ils s'amusent, c'est bien, ils brûlent du gasoil.
Il faudra que je les passe à l'eau, ceux-là aussi. Qu'on leur mette notre système à eau dans le kérosène. Bref. Ça va les faire réfléchir autrement. C'est ça qui est bien avec le système Crèche. Bref. Donc, je te dis, dans la cellule, tu dois avoir un différentiel de 100 millivolts entre l'extérieur et l'intérieur. Et en fait, quand les gens vieillissent prématurément, y compris comme mon frère décédé d'un cancer des intestins à 26 ans, ou comme moi avant, à 20 ans, eh bien, tu as un rétrécissement de ces 100 millivolts. Et à partir du moment où ce rétrécissement il tombe à 30, 20, 10, il y a même inversion de potentiel. Et après, la cellule passe en stade cancéreux totalement irréversible, où là, seule, on va dire, la chimio peut faire son œuvre. Voilà. Après, il y a aussi des chimios naturels ou de la chimio alimentaire. J'ai pas dit qu'on doit forcément faire de la chimio standard. Pour aussi une raison toute simple, c'est que dans le vieillissement sanguin, qui se mesure en bioélectronique, et on fera peut-être une vidéo là-dessus, la chimio, elle rajoute un point. Donc elle tue le cancer, mais elle te rapproche de la zone mortelle, on va dire. Donc c'est vachement discutable cette question-là. Donc juste pour réexpliquer, quand tu as une cellule avec un noyau et un espace, un cytoplasme, si jamais tu as des toxines qui se baladent dans le flux environnant, la toxine c'est un terroriste, si tu veux. Et tu m'as posé aussi la question si jamais j'avais du mercure. Eh bien, des fois aussi, le mercure, les amalgames au mercure surdendévitalisés créent des toxines encore plus virulentes. Et là, il y a Jean-Pierre Garel, c'est ça, Jean-Pierre Garel, qui était un ancien directeur de recherche au CNRS, honoraire, donc en retraite, eh bien, qui a parlé très longuement de ça. Donc pas mal d'articles qui étaient biocontact. Bref, cette nocivité-là, quand il passe, c'est le terroriste. Et il faut aussi voir, si tu veux, un peu comme un périph'. Tu vois, un périph', c'est une seule entité finalement. Donc si jamais, imagine tu es sur le périph' et on te dit « Ah, il y a un terroriste avec une calache sur le périph', qu'est-ce que tu fais toi ?» Oh, tu essaies de sortir, ou tu te caches, ou tu te planques derrière les barrières, et tu t'enfermes dans les bagnoles, tu t'enfermes dans ta voiture, tu vois, et tu te couches. C'est logique, hein. Tu vois, tu sais pas où il est, on t'a dit sur le périph'. Oui, mais sur le périph', s'il faut, c'est à 15 km de l'autre côté, à Paris, tu vois. Et dans le flux sanguin, eh ben, le flux sanguin, manque de vol, c'est une seule entité. C'est-à-dire le sang, enfin, je parle de choses plutôt du sang artériel et veineux, c'est une seule entité. C'est-à-dire, si tu as une information qui est ici, eh ben, va pas croire que ton bras de l'autre côté, déjà qu'il y a des transits de lumière, évidemment, par les circuits qui ont été identifiés comme tels, acupuncture, va pas croire que ton sang au pied ou à la main de l'autre côté, il le sait pas. Ouais. Si t'as un terroriste là, il le sait. Et donc, tout le monde se bloque. Alors, quand la cellule se bloque, parce qu'elle peut choisir, il y a quand même 50% des cellules qui peuvent choisir ce qui rentre et ce qui sort. 50% sont, on va dire, des éponges, et 50% sont des cellules qui peuvent choisir. À ce moment-là, si elles savent qu'il y a un terroriste qui se balade, donc une toxine bucco-dentaire qui a transité, qui se balade dans le sang, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va se bloquer. Et si elle se bloque, eh bien, il n'y a plus les échanges avec la respiration, donc elle n'absorbe plus l'oxygène. Et si elle absorbe plus l'oxygène pour faire des mécanismes d'oxydation puis de réduction, elle n'est plus dans son cycle. Et donc, elle va faire de la carburation en interne avec du CO2. Et donc, elle passe sur un métabolisme du dioxyde de carbone au lieu d'être sur un métabolisme de l'oxygène. Voilà. Moi, c'est mon explication bioélectronique et cellulaire. Après, il y en a qui diront c'est plus réflexologique, ce sont des vortex inversés. Oui, il y a ça aussi énormément puisque des douleurs instantanément partent. Et alors, certains aussi ont pensé, notamment les gens qui traitaient en neuralthérapie, que dans les synapses et les connexions donc nerveuses qu'ils pouvaient avoir, et on retrouvait des fois des bactéries qui perturbent. Donc c'est vrai que s'il y a une bestiole dans la connexion nerveuse, c'est quand même gênant, surtout qu'elle doit avoir faim et grignoter un poil, tu vois. Donc ça, c'est encore un autre problème. Et en général, les injections de xylocaïne traitaient le problème soit momentanément, soit durablement, si on mettait des vasoconstricteurs pour que ça reste, tu sais, 6 mois. Parce qu'une anesthésie, tu es au courant qu'il faut 6 mois pour l'évacuer, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des dentistes qui, eux, font des anesthésies, bien sûr, pour les extractions, mais ne vont pas mettre de vaso la plupart du temps, sauf cas exceptionnel. Ils vont peut-être mettre plus d'anesthésiants, ou ils vont remettre des couches pendant les travaux, mais ils vont pas en mettre. Donc il y a aussi des gens qui veulent absolument que ton os, justement après extraction, puisse se reconstituer avec ce liquide, ce collagène qui va venir sur l'os, et qui va, tant que possible, ne pas faire de crête, évidemment, et qui va bien couvrir l'alvéole, donc avec d'abord un petit caillot sanguin, et puis après avec ce collagène que l'os va fabriquer en suintement, on va dire, et ils veulent pas bloquer ce flux. Et ils considèrent que si jamais tu mets des produits anesthésiants, tu réduis ce flux. Donc en fait, ce sont des travaux qu'il faut faire dans une démarche aussi holistique. Il n'y a pas juste j'arrache les dents, ou si les Français veulent pas le faire, je vais en Algérie le faire. Parce qu'il y en a qui font ça, hein. Ils vont en Algérie pour se faire arracher les dents. Ouais. Parce qu'ils ont fait 17 dentistes français, et les dentistes refusent. Et moi, ça m'est arrivé aussi d'être bloqué, de vouloir une extraction par un dentiste normal, on va dire. Et il m'a refusé. Et je lui dis, il y a un peu de ça pour la couronne. Il me dit, bah oui, il y a un peu de ça. C'était un dentiste juste en dessous de chez moi, à Saint-Vallier de Thiers, dans le 06. Voilà, donc il avoue qu'il y a un peu de ça, mais c'est scandaleux. Ouais.
Ouais, c'est ce qu'on avait fait. Et en plus, j'avais mal, hein, en l'occurrence. Et donc Donc, voilà, moi, je recommande de faire des soins complets. Voilà, donc enlever les amalgames s'ils sont récents, qui sont non, attends. Les amalgames, il faut en parler dans quelque chose de séparé parce qu'il y a le problème des vapeurs. Alors, ne parlons pas des amalgames. D'accord, donc on parle des dents dévitalisées. Enlever les dents dévitalisées. Est-ce que il faut le faire que si on a d'autres problèmes de santé et que éventuellement c'est lié, ou si on est en très bonne santé, est-ce qu'on a besoin de faire enlever une dent dévitalisée? Alors, je vais répondre à deux niveaux. Il y a d'abord le problème de la satisfaction. Donc le problème, c'est que des fois les gens ils savent pas mesurer leur santé en fait. Ils ont pas les outils, ils ont pas l'habitude de s'auto-manager. Donc ils peuvent pas dire si ils vont réellement mieux suite à des travaux ou pas. Là il y aurait qu'une analyse à la fois sanguine au niveau des matières, bien sûr, tu sais les niveaux de chaque composant, les anticorps, tout ça, et aussi bioélectronique, c'est-à-dire le niveau d'oxydation. Donc voir si tu t'es rapproché de la zone vitale ou si tu es près du cercueil. Donc il y a que ça qui pourrait le dire de façon certaine au cas où la personne te dirait j'ai fait les travaux mais je sais pas trop. Donc déjà il y a le problème de la satisfaction. Alors que s'il y a un papier, tu te protèges avec le papier. C'est analyse bioélectronique, analyse des plaquettes, l'immunité, tout ça. Regardez, vous êtes un petit peu loin des normales, des bons niveaux. On a fait ça à la fois du point de vue matériel et du point de vue électronique. On vous a remis à peu près dans les zones moins pathogènes, statistiquement. Donc, ne venez pas vous plaindre si maintenant vous avez un dentier. Et c'est ça qu'il faut pouvoir produire. Et c'est pour ça que plein de dentistes font signer des décharges. Parce que si jamais ils retournent chez un ancien dentiste non holistique, non extractionniste de dents dévitalisées, l'ancien dentiste leur dira, et il aura raison dans sa logique à lui, bah, tout ça, c'est des fadaises, du style, qu'est-ce qui va, à 30 ans, vous enlever le cancer que vous aurez peut-être à 55. Qu'est-ce qu'il est fou, ce type? Oui, mais le cancer, c'est vrai que la personne ne l'aurait eu peut-être qu'à 53 ou 55. Oui, mais le truc, c'est que l'état d'oxydation qui précède ce cancer, avec tout ce que ça veut dire de cortège de fatigue, de mauvaise humeur, la petite migraine qui vient une fois par mois, plus la douleur de dos quand on est assis 1 heure, tu vois. Et tout ce cortège, plus les problèmes digestifs, voilà. Tout ce cortège-là, vivre 15 ans dans l'intervalle avec ça, si on peut en enlever ne serait-ce que 50%, c'est pour ça que la satisfaction, malheureusement, je dois le dire, tu ne peux bien l'avoir que si tu as déjà un peu morflé. Tu vois, c'est en gros si tu avais 10 problèmes et que tu en as 7 qui ont disparu, là tu peux dire j'ai pas fait une bêtise. J'ai pas fait une bêtise. Ouais. Et sinon tu as des doutes. Ok. Bah, alors, après, je pense que c'est clair. Je pense que juste ça un va point, donner les informations pour les gens pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils font et puis peut-être se poser surtout les bonnes questions par rapport à des états de santé qui peuvent penser ne pas être reliés aux dents. Ils peuvent peut-être maintenant avoir l'idée de se poser la question. Oui, un point très important parce que la théorie des dents dévitalisées dans le côté thérapeutique de l'extraction, elle est très décriée pour 2 raisons et je vais les donner très simplement. Les gens qui arrachent la dent, quand l'os autour il a été abîmé et incrusté de bactéries, il faut le cureter en général sur 1 millimètre, je précise. Et il y a des dentistes qui ne le font pas. Il y a des dentistes qui le font et qui, eux, mettent en plus un cône d'antibiotiques chimiques au fond. Et ce cône d'antibiotiques a au moins la gentillesse de bloquer le reflux bactérien, ce qui est pas mal, mais il a aussi la méchanceté, on va dire, d'affaiblir le potentiel de l'os à suinter et à refaire son alvéole. Donc, on en arrive à la phase numéro 2, le service après-vente. Les gens qui vont chez les dentistes, qui ne pratiquent pas le dépôt d'un antiseptique de ce type, mais qui utilise par exemple des bouchons de propolis, des choses comme ça, ou le fait de tamponner avec des petits mélanges d'huile essentielle. Et si les patients ne sont pas très vigilants, il peut y avoir des douleurs dans les jours qui suivent l'extraction. On va dire la douleur de l'extraction descend, mais celle de l'alvéolite, l'infection de l'alvéole, va monter. Et en fait, tu fais pas la différence. Et après, pendant 7 jours, tu te dis non, c'est toujours la douleur de l'extraction, mais au bout de 10 jours, tu as envie de te suicider parce que tu as mal et tu dors pas. Donc, le problème des dentistes qui pratiquent des soins où on ne bloque pas le potentiel de reconstruction de l'alvéole, c'est le fait que, on va dire 1 fois sur 3, surtout sur les dents d'en bas, parce qu'il y a les matières qui se déposent et après il faut faire des bains de bouche en se mettant à l'envers pour que la matière ressorte, tu vois, il faut hydrater et virer les matières. Eh bien, en gros, 1 fois sur 3, tu as des alvéolites sur les dents du bas notamment. Donc, il faut pendant les 2 ou 3 premiers jours, faire des soins précis qui sont marqués justement, force le détail, avec les quantités d'huile essentielle dans ce dossier, à savoir des bouchons de propolis, des petits tamponnages par-ci par-là d'huile d'olive avec des huiles essentielles à hauteur de 5% d'arbre à thé, tea tree, et 10% de girofle, bien mélangé, donc on tamponne avec toutes les 4 ou 5 heures après l'extraction avec des cotons-tiges. Et si on fait pas ces soins, il se peut que la douleur de l'extraction
en fait, se chevauche avec une douleur d'alvéolite montante. Et là, on est très fâché parce qu'on a mal. Ça fait 10 jours qu'on dort plus. Et on retourne chez son ancien dentiste normal et on dit, finalement, l'autre, j'ai super mal, c'est la folie. Et l'autre, quand il voit ça, il dit, ah, mais il a pas mis l'antibiotique, pas réglementaire. Ah, donc, en fait, donc, c'est normal, il vous a mal soigné. Et donc, après, procès une fois, procès deux fois, procès définitif. Donc, en fait, c'est ce qui arrive avec tous les dentistes qui pratiquent ces soins et qui comprennent le niveau de bêtise et de persécution très discutable et pas forcément nécessaire que fait le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre, il aurait tout à gagner en disant, nous, on fait des trucs super standardisés pour on va dire, le mouton de base au niveau de la santé, celui qui veut le système déjà rodé, déjà éprouvé, voilà, il n'y aura pas de douleur, tout va bien se passer, madame, vous mourrez guéri, et à l'âge voulu pour que les caisses de retraite ne soient pas en faillite. Et puis, il y a celui, comme tu vois, qui va chercher sur Stop Mensonge, sur Biocontact, les magazines, qui va manger bio 9 fois sur 10, tu vois, qui va se prendre le chou, et lui, peut-être, le Conseil de l'Ordre aurait tout à gagner à en faire un laboratoire gratuit. C'est-à-dire que peut-être ces gens-là, comme moi, comme toi, tu vois, on va trouver des petits trucs. Alors j'ai aussi des choses à dire sur le tabac, parce que je me suis aperçu en allant côtoyer des dentistes qui eux avaient un appareil qu'on appelle l'AMSAT, c'est-à-dire un appareil où avec des électrodes sur le front, les mains et les pieds, ils te scannent le corps en 2 minutes. Et tu vois tous les dents, leur état, tu vois, sur un diagramme, tu vois tout le truc. Je l'ai mis dans mon livre, et tu vois aussi les niveaux de vitalité en hypo ou hyper fonctionnement. Donc t'as un horizontal, tu vois, tu peux être en sous-activité ou en état inflammatoire, on va dire. Et tu vois le niveau. Et tu vois après soin ou après neuralthérapie aussi. Donc des fois tu as des améliorations, et c'est intéressant puisque on voit sur des diagrammes qu'il y a amélioration. Mais avec les fumeurs, eh bien je vais dire un truc que je devrais pas dire, mais je vais le dire quand même, parce que la vérité est à ce prix-là. En fait, les 15 premières années où les gens fument, ils débactérisent leur bouche, ils mettent des poisons violents, mais ce qu'auraient fabriqué la plupart du temps les bactéries bucco-dentaires dans le tartre, dans des fois, si tu veux, il n'y a pas que les dents dévitalisées, il y a aussi des poches dans la gencive et des trous dans l'os qu'on appelle des cavitations. Donc on va dire, il y a au niveau bucco-dentaire, tu peux avoir des poches dans la gencive, des poches gingivales, tu peux avoir des cavitations, du tartre et surtout des dents dévitalisées. Voilà, le problème, le tartre, c'est facile à traiter quand même, globalement, mais un peu dangereux parce qu'il faut prendre des antibiotiques avant, tu peux avoir des projections vers la gorge, et après ça te va au cœur en version directe. Donc moi, je connais une personne à 28 ans qui est morte d'un détartrage. 28 ans morte d'un détartrage. Oui, endocardite, alors qu'elle était maigre, elle était pas grosse. Mais elle fait un détartrage, ils n'ont pas été mis sous antibiotiques. Et alors, les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est pas fantastique, mais on peut le faire en version naturelle. Alors, comment tu peux faire l'antibiotique naturel? C'est très simple. Tu manges rien de sucré et très peu de glucides pendant 2 jours avant ton détartrage. Donc en fait, tu es en hypoglucide. Et donc tu fais de la cétonémie, ton acidité sanguine va revenir, elle va bouffer d'ailleurs tes muscles, ta graisse et tout ça, tu vas être un petit peu mal. C'est pas grave, ton immunité, elle a pris 30 ou 40%. Et après, tu as la vitamine B17, qu'on retrouve évidemment dans les amandons d'abricot à l'intérieur des noyaux, qui, je le précise, parce que je l'ai entendu à la radio, ça, il faut toujours casser la coquille, hein. C'est comme une amande, hein. Parce que les hospitalisations à cause des gens qui les mangent comme ça, il y a un problème. C'est très amer, mais c'est voilà, c'est très amer, c'est du cyanure alimentaire. Alors l'avantage d'un cyanure alimentaire, évidemment, c'est que la cellule ancienne, qui a plusieurs générations, voire des milliers, des millions d'années de fabrication, eh ben elle est pas bête, elle voit passer une grosse saleté, elle va se fermer, elle va pas la manger. Alors que la cellule cancéreuse récente, elle prend tout ce elle est récente, elle a pas de culture, on va dire, tu vois. Donc tout ce qui passe, c'est bon à prendre, et donc elle le bouffe et elle crève. Voilà. Donc il y a aussi des phénomènes anticancéreux avec la B17. Ouais. Voilà. Donc je on voulais en simplement a parlé dire. Sur Stop Mensonge, c'est une très bonne thérapie contre le cancer. Voilà. Donc simplement, ce type de soin doit être fait comme un extrémiste, sinon on peut avoir certains de nos problèmes de santé qui diminuent puis qui reviennent, et après on n'est pas content parce qu'ils sont revenus en partie. Et des fois, avec des soins très longs, très casse-pieds quand même, style des injections, moi j'en ai fait une 30aine, des injections dans l'os, ça c'est pas du tout autorisé en France, c'est autorisé en Suisse, par contre à la clinique Lutz, la clinique Paracels à Lutz-Mühle, des injections de produits style Sanum, les produits Sanum, où en fait on va essayer de reconstituer l'os. Évidemment, ces produits ça vaut cher, les injections ça vaut cher, ces soins vaut cher, et certains trouvent des moyens de faire la même chose, voire 10 fois mieux, avec 150 fois moins cher. Donc ces gens-là évidemment sont persécutés, mais les radios sont très belles. Quand tu vois les radios de ton os avec ces produits-là, c'est vraiment impressionnant. Et donc en gros, il faut pas avoir l'idée de faire ce type de travail sans vérifier en radio
que ton os, quand il était fragile, qu'il était un peu creux, tu sais, un peu comme de la meringue creusée, qui va pas redevenir un peu dense. Et pour ça, il y a à la fois des produits à prendre en injection ou à suivre au niveau radio. Si ton os il est parfait en radio, tu fais rien. Mais si jamais tu as des zones un peu creuses où avant les extractions, tu avais certaines dents et le bord de l'os qui était vraiment... on voyait que le bord de l'os était bouffé. C'est-à-dire que la bactérie, elle a pas bouffé le bord de l'os si elle a pas creusé des galeries partout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour faire juste une petite niche, c'est pour aller partout. Donc, au final, tu dois partir sur l'optique que tu n'as atteint ton but, pas quand tu as extrait tes dents dévitalisées, mais quand tu as reconstitué radiologiquement, et là je rejoins le Conseil de l'Ordre, un os, un podonte propre. Mais le Conseil de l'Ordre, il va dire oui, mais vous avez tout faux, monsieur, parce que vous mettez des appareils de dentier, alors que vous savez très bien que la mastication, c'est ça qui vous amène de la force pour que votre os se reconstitue et votre os, il va partir. Et oui, inévitablement, du fait qu'il n'y a pas de mastication face à face avec une bonne occlusion, il y aura une perte de masse osseuse qui va se faire dans le temps. Mais cette perte peut être aussi compensée par des injections de plasma marin isotonique, comme le faisait le docteur Arteil, qui était d'ailleurs président du Conseil de l'Ordre dans son petit département. Donc lui, il avait pris la présidence pour faire les soins qu'il voulait, tu vois. Donc en fait, pour pas avoir d'ennui, il y a deux solutions. Soit tu te caches, soit tu deviens président du Conseil de l'Ordre. Il y a que ça. Tu vois. Alors, il avait fondé Podente. Alors moi j'ai une question. Est-ce que tu peux enlever la dent dévitalisée, faire les soins pour la reconstruction de l'os? Ça dure à peu près combien de temps si tu fais les bons soins pour la reconstruction de l'os? Je veux dire que si tu veux pas être pressé, il faut faire ça en souplesse sur 2-3 ans sur les zones nécessaires. Il faut pas être un extrémiste, mais il faut pas te dire je vais conclure sur le sujet avant que t'aies passé 2 ans. Parce que là ça sous-entend que tu vas rester 2-3 ans sans dents. Ah non, tu mets des appareils. Ah non, si tu veux pas mettre d'appareil, si tu veux attendre pour mettre un implant. Alors, attends. Si tu mets un implant, tu le prévois quand même dès le début, parce que tu ne vas pas, ce serait stupide de laisser de l'os revenir pour après refaire un trou de dent, si tu veux. Ah oui, d'accord. Donc tu mets l'implant, tu mets l'implant tout de suite après l'extraction, alors. Alors, il faudrait demander à des implantologues comment ils font, quand ils font ce type de soins, dans quel délai. Mais disons, tu fais pas n'importe quoi. Tu vas pas extraire la dent, laisser le collagène, refaire de l'os et après essayer de le retrouver. Oui, parce que ma question, c'est quand tu fais, en fait, quand tu enlèves la dent et que tu veux mettre à la place un implant, si tu mets l'implant, t'as pas la place pour pouvoir effectuer tes soins. Tu peux plus faire tes soins. Ah non, tu te trompes parce que le volume pris par la vis d'un implant est très nettement supérieur au volume où tu devais en plus enlever le 1 mm d'os autour des racines. La racine, elle est quand même conique la plupart du temps, tu vois. Et donc quand tu enlèves 1 mm, t'as pas encore la place de mettre une vis d'implant. Les vis d'implant c'est encore plus gros. Donc la plupart du temps, celui qui te met un implant, il te soigne sans s'en rendre compte même parce que il te vire tout l'os pourri, si tu veux. Et puis en plus, il doit être dans du vrai dur. Il peut pas se prendre sur de l'os pourri. Donc la solution de l'implant, si tu enlèves le côté en plus effet radio de la vis en titane et que tu remplaces par une vis en céramique, c'est la solution idéale alors. C'est une solution qui a priori est idéale, mais alors je vais mettre 2 mais. D'abord l'effet radio, moi pourtant je suis sensibilisé à cet aspect géobiologique puisque je m'y suis mis à bloc en 97-98, mais pour moi c'est tellement infinitésimal par rapport à la toxicité des toxines qui produisent dans des vitalisés que on va même pas en parler. Mais c'est mieux a priori de pas avoir de métal dans la bouche, même pour les flux, le galvanisme bucco-dentaire. Bon, parce qu'après t'as toujours des fois des appareils avec des crochets. Donc si t'as un crochet en fer et du titane, du titane en dessous, tu peux quand même peut-être avoir des phénomènes galvaniques. Mais le souci il est pas tellement sur cet aspect métal ou ça, c'est que si tu veux quand on met une vis sur de l'os qui a été donc troué et travaillé, on espère et on attend avant de chapeauter l'implant, si ma mémoire est bonne, si tu veux, que l'os quand même se refasse un peu autour, et après on met la coiffe. Et après on vérifie 6 mois après ou 3 mois après que les radios, si tu veux, que l'os il colle à la vis. Or, ce que l'on trouve parfois chez une patiente, c'est qu'il y a 2 implants à côté, donc sur une zone en bas, elle a fait 2 implants, et à la radio, tu vois qu'une dent, l'os il a parfaitement repris, il colle à la vis, donc il y a très probablement aucun phénomène bactérien, c'est parfait. Et l'autre, il y a beaucoup d'espace et on comprend que l'os il arrive pas à repousser. Et là les gens savent pas trop pourquoi et donc quand ils enlèvent un, et ben des fois pour
des raisons qui les regardent, ils vont enlever le deuxième parce qu'ils peuvent pas certifier que ils ont fait une bonne chose. Voilà. Alors, moi, en gros, là, ça détruit juste l'idée que tu fais ton os et que tu fabriques ton dynamisme uniquement par la mastication. Parce que là, l'occlusion est parfaite. La personne, elle a mâché autant sur la dent d'à côté que la dent au-dessus. Et bizarrement, l'os a pas repoussé. Et c'est ce que aussi le docteur Montin m'a dit sur les caries. Il m'a dit, le sucre n'explique pas tout. Il a un peu raison aussi. Il m'a dit que si le sucre expliquait la carie à lui tout seul, ben vous devriez avoir en fait toutes les dents un petit peu cariées. Or, il y a des gens qui ont une seule carie à un seul endroit. Et donc, il y a des aspects aussi psychologiques ou de faiblesse émotionnelle. Et dans le cycle de développement de la personne, il y a une fragilité sur une liaison dents, organes, vertèbres, émotions. Dans les deux sens de la bouche. En tout cas, cette discussion, elle rappelle et elle apprend pour ceux qui ne savent pas que il faut s'éduquer en matière de santé, que ce soit en dentisterie ou que ce soit en matière de médecine générale, pour ne pas aller comme un mouton chez son dentiste ou chez son médecin et qu'il nous fasse n'importe quoi, n'importe comment. Il faut exiger de la part du médecin d'avoir tel ou tel soin. Non, tu peux pas, je vais te dire, c'est très simple, parce qu'il risque son boulot, son job, il peut être radié. Donc, en fait, là, quand tu dis, ils font pas du tout n'importe quoi. Ils font un truc qui a été standardisé et dont les remboursements, d'ailleurs, sont prévus avec des critères. Donc, oui, mais si toi, tu veux être bien soigné, tu vas dire, voilà, je veux que ça soit fait comme ça. Mais non, tu peux pas. T'es obligé d'aller dans des réseaux de dentistes qui se connaissent ou qui connaissent les problèmes et qui acceptent occasionnellement avec un papier comme quoi ils seront pas poursuivis si jamais il y a la douleur, l'alvéolite ou le truc, que peut-être ils vont te faire le soin quand même. Et encore, ils vont se protéger avec des radios. Ils vont faire 3-4 radios pour trouver la petite zone, si possible, et que si le conseil de l'ordre faisait une descente, ils puissent dire, regardez, là, sur la 3e radio, j'ai un petit espace. Il y avait des bactéries quand même, vous voyez. Donc, tu vois, ils vont essayer de se protéger, et ils ont raison. Parce qu'ils veulent continuer à assurer leur mission et leur métier. Aussi pour les autres choses standards très utiles, les soins de carie, les soins standards, si tu veux, où ils font beaucoup de bien à la société, tu vois. Voilà. Après, il fera encore plus de bien si, au lieu de mettre des bonbons à la sortie ou des petits trucs, comme j'avais vu des fois chez les dentistes, ils mettaient le panneau et le sucre rapadura avec une cuillère. S'ils mangent du sucre à la louche, ça vous fera rien. Mais il faut qu'il soit black. Donc, le sucre blanc, c'est un truc de raciste, tu vois. À vouloir trop la pureté, en fait, tu te fais salir par les bactéries. Donc, c'était ça le like, sucre blanc, hein. Ouais, tu crois que si t'es pas mieux informé, tu peux pas dire voilà, j'aimerais bien avoir tel ou tel type de soins par rapport à mon cas. Tu peux pas. Non, et puis non, mais moi j'y suis allé en douleur avec 3 jours d'insomnie d'affilée. Je vais au dentiste en me disant j'ai une nécrose dentaire. C'est sûr que quand il va avec la douleur, de toute façon tu peux pas être regardant. T'as qu'une envie, c'est qu'il t'enlève la douleur. Après, s'il faut que tu fasses 4 dentistes pour trouver celui qui veut t'enlever la douleur de la façon dont toi tu veux, c'est pas possible. Tu tiens pas. Tu prends le premier qui passe et puis. Non, mais là tu prends à ce moment-là des comprimés antidouleurs momentanément, tu vois, en attendant de tenir le coup. Mais non, en fait, tu peux pas convertir quelqu'un à une idéologie. C'est exactement comme en énergétique avec le système cache. Si tu veux. En fait, tout le système, notamment électrique, qui a été conçu depuis Edison, toutes ces technologies sont des technologies de la contrainte. Quand tu montes dans ta voiture, tu retournes la clé et tu lui demandes pas s'il te plaît. On est d'accord? Si tu avais un cheval, tu le nourris, tu le brosses, tu veilles, tu fais venir le véto, et tu lui donnes une claque de temps en temps sur la cuisse en disant je suis ton copain, je t'aime bien et tu vas m'emmener à 40 km. Tu vois, c'est une autre approche. Donc quand tu pars sur la notion de respecter des processus vitaux à leurs différents niveaux, tu t'adaptes à une mentalité et tu ne peux pas transférer sur le logiciel ou toi-même avec ton bio, ton potager, ta maison bio, tes machins, ton gasoil à l'eau et tout ça, tu t'es déjà mis dans un truc, tu lui amènes tout ça, tu le satures en fait. C'est impossible. Même déjà l'histoire du sucre. Si en gros tu lui reproches à ton dentiste le bonbon qui traîne, déjà il va te prendre pour un taliban de l'hygiénisme. Tu vois, lui il est rentier de ça. Donc il faut toujours pas oublier un truc qui est vachement problématique dans les civilisations à problème. Tu as des civilisations qui se développent sur le mode je traite les problèmes et j'en suis très fier et fort. Oui, mais en traitant le problème, en fait, l'énergie que tu mets sur le problème, sur un truc négatif, c'est très bien pour les gens qui ont mal, hein, mais en même temps, c'est autant d'énergie déjà qui n'est pas disponible pour traiter la création des circonstances qui permettent l'absence du problème. Et si par hasard pas, par la suite, toi-même, tu es rentier du problème, le premier mec qui ouvre sa bouche sur ce qui fait ta rente,
que tu as construit en 40 ans, t'as pas envie de laisser parler, c'est normal. C'est normal. Moteur à eau, à gasoil. Tu nous rappelles où est disponible ton petit livret? Alors, mon petit livret, donc Les Dents Dévitalisées aux éditions ABE, c'est l'association de bioélectronique, est disponible donc sur le site meilleursanté.fr. Voilà, alors c'est un livret que j'ai gardé de façon assez confidentielle parce que pour l'instant il a peut-être été diffusé à 1000 exemplaires, uniquement avec des spécialistes. C'est payant, c'est combien? Oui, je le vends 8 € plus les frais de port. Voilà, il y a le prix derrière. D'accord. Tu fais une version papier uniquement pour l'instant? Alors oui, la version est papier, mais aussi en fait, je veux dire, c'est presque, en fait, financièrement, je m'en fous parce qu'ils traînent dans mon garage. J'en ai 400 qui traînent dans un sac. C'est pas tellement une question d'argent, mais si on va dire des gens ne peuvent pas mettre, soyons sérieux, 8 € sur le fait de prendre un bouquin et de le lire 2 ou 3 fois concernant les soins post-opératoires avec un truc papier. Tu vois, post-opératoire, comprendre la problématique et comprendre qu'ils sont coincés avec leur dentiste, à moins qu'ils le ramènent et que le dentiste soit d'accord avec une partie de ces choses-là, mais ça va être très 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 difficile. Ils vont comprendre, en fait, la vision pédagogique, c'est que vous ne pouvez pas vous faire traiter par un dentiste standard. Vous êtes obligé d'aller chez un holistique, et en plus un holistique, vous y allez pour une petite carie ou pour un détartrage, vous lui demandez qu'est-ce que vous pensez de la théorie de la nocivité des dents dévitalisées. Vous allez chez un holistique en lui posant cette question pour un détartrage. Et un mois après, en fonction de la réponse, vous retournez pour des soins. Voilà. On a une liste quelque part des dentistes holistiques? Bien sûr, elle est là, parce que si elle était sur le papier, quoique non, elle est aussi sur un agenda, mais je vais pas en parler. C'est que si tu veux, elle ne peut pas ne pas être donnée de façon écrite, discrète. Et voilà. Pourquoi? Parce que ces gens-là se font radier. Ils se font radier, mais à vie. Et même quand ils gagnent des procès pour annuler leur radiation, ils sont re-radiés par derrière. Tu vois, ils sont épuisés par le système des tribunaux. Ouais. Bon, écoute, on va poster la vidéo qu'on vient de faire là sur Stop Mensonge. Si tu as des compléments d'information, on mettra les liens pour aller te retrouver le fascicule sur ton site et tout ça. Si tu as d'autres choses. J'ai un petit complément d'information qui est lié à ça. C'est qu'il y a des périodes où il semblerait que les anesthésies, d'abord elles marchent mieux. On va dire en gros, c'est après la pleine lune vers la lune noire. Donc c'est plutôt, on va dire, 5 à 10 jours après la pleine lune. Et c'est aussi l'après-midi par rapport au matin. Ça correspond au problème des phases acides. Les phases, on va dire, acides sur les liquides, qui sont le matin et qui sont en lune croissante en général, vers la pleine, vont attaquer plus facilement les anesthésiants qui auront moins d'efficience. Et il y a aussi des questions de nettoyage. Si on fait un travail qui est propice à un nettoyage organique, y compris une hydrothérapie du côlon par exemple, eh bien c'est toujours mieux de le faire dans une phase rein, et donc une phase qui va dans les jours qui précèdent la lune noire. Donc par exemple 4-5 jours avant la lune noire pour avoir un moment de nettoyage adapté au cycle naturel. D'accord. Voilà. Ça a été prouvé en bioélectronique et c'est aussi l'Ayurveda qui est totalement concordant avec ça. Voilà. Okay. Bah écoute François, je te remercie et puis on se revoit pour un autre sujet dans une autre vidéo bientôt. Avec plaisir, et donc je me tiens à la disposition s'il y a des questions d'adresse discrète, donc donner des informations de façon discrète, c'est-à-dire courrier, papier avec adresse, et une origine qui puisse pas certifier, qui puisse pas, voilà, c'est-à-dire un renvoi de téléphone, on contacte, et voilà. Et plutôt dans le 06 et dans le 83 ou dans le 04 pour moi, pour ma partie, parce que malheureusement, et il faut savoir que mon dentiste traitait des gens qui venaient des fois même des États-Unis et de l'Europe entière, c'est que des gens qui ont pris le risque qu'a pris le docteur Darmon et d'autres qui sont parfaitement identifiés par le Conseil de l'Ordre, mais que je ne nommerai pas, et ben en fait il y en a que sur la Côte d'Azur parce que ça suivait, on va dire, le dentiste qui s'appelait Davo Koubi et qui a fait le livre La santé dans votre bouche et qui a essaimé un petit peu, c'est-à-dire qu'il a diffusé un petit peu sa théorie. Certains l'ont pris au sérieux puisqu'il avait des résultats thérapeutiques intéressants et au final donc ça a fait, on va dire, un petit réseau de gens qui connaissent la réalité du problème et qui en tiennent compte. Et ils font ce qu'ils peuvent pour garder quand même leur boulot tant qu'ils peuvent. Ça marche. Merci beaucoup François. À bientôt. Plaisir Laurent.